On voulait vous parler de cette milice aussi, Espagnola. 5 mois après la mort d'Evgeny Prigojine, on se pose cette question. Vladimir Poutine aurait-il besoin d'une nouvelle milice pour faire le sale boulot? Cette unité, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, intéresse Vladimir Poutine, mais il vient de la transformer en milice. C'est sa milice maintenant. Présentez-nous cette milice, Katharina Le Thor. Alors, c'est une milice, effectivement, une milice privée, une SMP, comme il en existe en fait beaucoup d'autres en Russie, même si on parlait énormément de Prigojine avec Wagner, et aujourd'hui on parle de l'Espagnola, mais en fait il y en a d'autres. Elles sont formellement interdites, il faut aussi le rappeler. Les milices privées sont interdites. Pourtant, cette-ci, vous le disiez, elle appartient au parti Russie Unie de Vladimir Poutine, qui lui donc va parler officiellement d'une PMC, donc une société militaire privée qui, elle, est autorisée. L'Espagnola, elle recrute activement en ce moment, et c'est aussi pour ça qu'on en parle. Sur Telegram, par exemple, elle parle d'un job de rêve, ce sont ses mots, elle appelle aux candidatures. Alors regardez ici, voilà, j'ai identifié pour vous certains passages intéressants. Il y a les termes du contrat, par exemple, avec les documents à rassembler pour postuler, parce que tout ceci est très sérieux. Là, il y a des adresses mail où adresser sa candidature, et puis il y a les profils recherchés, des spécialistes de la guerre et du combat, et puis des maîtres de la reconnaissance aérienne. C'est vraiment ce mot maître qui est utilisé. Ce message, il renvoie en fait à une page VK, c'est l'équivalent russe de Facebook. En post épinglé, une vidéo, celle-ci, regardez, c'est une véritable vidéo de propagande qui incite et invite les internautes à rejoindre les troupes de l'Espagnola. La campagne de communication, elle est bel et bien lancée, elle est bel et bien rodée aussi, et l'objectif de Poutine, il est très clair: intensifier le recrutement dans son armée privée, l'Espagnola. Il faut quand même rappeler que l'intérêt d'une milice, c'est qu'elle échappe aux régaliens, elle échappe aux règles traditionnelles, disons, de l'utilisation de l'armée. La milice, elle fait en quelque sorte, et c'est pas moi qui le dis, c'est Anne Nivet hier soir, le sale boulot. Est-ce que celui que faisait Wagner, justement, on y reviendra dans un instant. Elle ne recrute pas d'ailleurs n'importe qui, les profils sont soigneusement choisis, Katharina. On parle surtout, alors non pas de supporters de foot, mais d'ultra, d'ultra de foot. Les ultras du foot, et ça en fait c'est un paramètre très très important. L'Espagnola, c'est une unité volontaire faite de hooligans du foot russe. Les ultras, rappelons-le, vous le disiez, ce ne sont pas des supporters classiques, ce sont vraiment les fans de football les plus violents, les plus radicaux, tant dans leurs mots que dans leurs gestes. Des fans de foot, mais pas seulement. L'Espagnola recrute aussi des radicaux russes de tous bords, de tous horizons, y compris des sympathisants nazis, des ultranationalistes et des civils issus des régions les plus pauvres du pays. Le parti Russie Unie, qui finance la milice, il faut le dire aussi, promet aux nouvelles recrues environ 2200 € par mois pour un contrat de 6 mois minimum. Et puis il y a d'autres incitations financières, disons, regardez, 7 000 € si vous êtes blessé de façon mineure, 14 000 € si cette fois la blessure est modérée, et puis 20 000 € pour une blessure beaucoup plus grave. Ça peut aller jusqu'à 35 000 € si vous mourrez au combat. Bon, alors le chef, c'est qui, le chef de cette milice? Ah, mais c'est Poutine, vous imaginez bien, mais disons le chef officiel, voilà. Le chef officiel, c'est Stanislas Orlov. C'est un soldat très expérimenté qui a fait la guerre de Tchétchénie en 1999. C'est le Et donc chef... c'est le monsieur qui a les cheveux gris, là. Voilà, exactement. C'est bien lui que l'on voit serrer la pince ici aux nouvelles recrues. Tous sont d'ailleurs tatoués avec le tatouage vraiment Espagnola. C'est le chef des ultras du club du CSKA Moscou, donc un club de ultra foot. Cet univers des ultras regroupe, et on le voit ici, des personnalités très patriotiques, très pro-Poutine. Et puis un dernier mot tout de même sur le nom, l'Espagnola, il n'est pas anodin, loin de là, il vient du nom du bateau des pirates de l'île au trésor de Stevenson. Voilà, c'est l'Espagnola en russe, et puis en français l'espagnol évidemment. Et ici, la milice entend rappeler qu'elle est unie sur un même bateau, qu'elle restera sur le même bateau envers et contre tout. Général Richoux, on va retrouver Paul Gogo. Merci Katharina. Paul Gogo, merci de nous faire le plaisir de vous retrouver, parce que vous étiez là en début d'émission, on vous a rappelé, vous êtes toujours disponible pour nous. Merci infiniment. On voulait vous entendre justement sur cette milice. On a du mal un peu à y comprendre quelque chose, puisqu'on nous dit que les milices, ce genre de milice par la Constitution est justement interdit en Russie. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où Evgeny Prigojine a décidé de faire son putsch, parce qu'on lui avait dit il faut maintenant vous rallier à ce ministère de la Défense. Alors il y avait le problème de munitions, mais il y avait ça aussi. Finalement, la Poutine la laisse exister à son service. Et est-ce que cette milice qui est dirigée par Stanislas Orlov, elle va pouvoir prendre la relève d'Evgeny Prigojine et de Wagner?
Alors en fait, il faut voir le statut actuel de cette milice parce que pour l'instant, elle a eu un parcours assez classique, c'est-à-dire qu'elle est née dans le Donbass comme des bataillons. En fait, en 2014, vous voyez des bataillons, à peu près n'importe qui pouvait créer son bataillon dans le Donbass. Et donc, il y avait souvent par affinité ou selon le thème, là, ce sont les hooligans, les fans de foot, on pouvait monter son bataillon, puis on se voyait attribuer une zone à défendre. Ensuite, on les a poussés à entrer dans l'armée du Donbass. Alors, c'était l'armée séparatiste jusqu'en 2022. C'était une façon, un peu de la même façon qu'avec ces milices, en fait, d'avoir une armée non officielle qui combat pour la Russie, mais qui est dirigée, en tout cas, sous contrôle des Russes, via les séparatistes. Et ensuite, on les a fait on a fait transformer ce statut en milice privée, donc en comprenant bien quel statut ils peuvent avoir aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est pas impossible de considérer qu'ils sont une milice privée, tout en ayant des gens qui ont signé un contrat ou en tout cas un accord avec l'armée russe. Alors c'est certainement subtil, je ne connais pas les détails de ces accords et de la bureaucratie russe en ce moment, mais en gros, ces gens peuvent certainement garder leur identité tout en combattant de façon plus ou moins liée à l'armée russe. Donc c'est intéressant à observer. Alors de ce que je sais, c'est pas un bataillon pour l'instant gigantesque, même s'ils recrutent, et ils ont visiblement des spécialités, notamment la reconnaissance et l'utilisation des drones. Donc c'est visiblement une milice qui est capable d'effectuer un certain type de mission. Et je rappellerai aussi que les hooligans, on les a vus très présents dans le Donbass en 2014, quand le conflit a commencé, des deux côtés du front, et notamment le Shakhtar Donetsk, qui était le gros club de Donetsk, lui s'est engagé aux côtés de l'Ukraine. Et certains de ces hooligans, de ces ultras plutôt d'ailleurs, ont fait partie de ceux qui manifestaient à Donetsk pour l'Ukraine, jusqu'au moment où les séparatistes ont pris le dessus. Donc il y a toute une histoire des ultras dans ce conflit depuis le début de la guerre, et c'est assez intéressant de voir que les ultras russes font aussi partie de cette histoire. Des ultras qui sont désignés comme qualifiés, en tout cas, ces ultras de racistes et homophobes pour cette milice en particulier, Paul. Oui, mais alors on en a aussi retrouvé côté ukrainien à l'époque, parce que ce sont des gens qui ont parfois des idéologies assez radicales. Et ce qu'on observait dès 2014 dans le Donbass, c'était qu'effectivement, des gens qui avaient ce genre d'idéologie étaient plus prompts à venir défendre leurs idées ou à venir combattre pour un camp ou l'autre dans le Donbass. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître dès 2014 des nationalistes, des néo-nazis, mais des deux côtés, dans les deux camps, qui étaient parfois liés aux ultras, parfois liés à d'autres milices ou à d'autres types d'organisations, on va dire. Et c'est d'ailleurs aussi là-dessus que le Kremlin a pu s'appuyer ensuite pour créer la légende des néo-nazis ukrainiens, parce qu'il y en avait dans le Donbass à l'époque, mais tout en oubliant de rappeler qu'il y en avait tout autant, au moins, côté russe. Et donc ces ultras étaient assez présents dans le Donbass, dans les deux camps à l'époque. On se souvient aussi de la catastrophe d'Odessa, une manifestation qui avait mal tourné, il y avait eu beaucoup de morts pro-russes. Eh bien, les ultras ukrainiens étaient aussi au cœur de cette manifestation, de la contre-manifestation. Donc il y a vraiment toute une histoire, et effectivement, ce sont des groupes qu'on a beaucoup chassés en Russie ces dernières années, parce qu'ils s'étaient retrouvés au cœur d'émeutes à Moscou il y a 10-15 ans à peu près. On les a rechassés ensuite à la veille de la Coupe du Monde, parce que Vladimir Poutine ne voulait pas voir ces ultras dans les rues de Moscou. Et aujourd'hui, visiblement, on en a besoin dans le Donbass. Restez avec nous, Paul. Il en a tellement besoin que ça actuellement, justement, pour remplacer ce vide comblé par Evgeny Prigojine, là, Vladimir Poutine. Non, mais c'est ce qui était cité en reprenant la phrase d'Adniva, c'est-à-dire que ça sert à faire le sale boulot, c'est-à-dire que ça exonère l'État de la responsabilité de telle ou telle action dont il n'a pas trop envie de se vanter. Alors, c'est vrai que c'est un exercice d'équilibriste auquel se livre aujourd'hui le Kremlin, parce que en ayant décidé qu'il ne devait plus y avoir vraiment de milices après l'épopée Wagner, les miliciens effectivement devaient prêter allégeance à l'armée, ou sinon leur brillante carrière était terminée. Mais en même temps, c'est vrai qu'à certains moments, dans les conflits, quand il faut faire des actions qui sont peu recommandables, c'est toujours pratique d'avoir une petite milice à portée de main pour que l'armée ne soit pas responsable. Et comme en plus Vladimir Poutine lui-même est poursuivi en justice, que l'on sait qu'à la fin de la guerre,
Il y a beaucoup d'organisations internationales qui sont en train de documenter tous les crimes de guerre et que donc il faudra bien qu'un certain nombre, en tout cas, répondent de leurs actes durant la guerre. C'est vrai que ça permet d'avoir une espèce de zone tampon, une zone un peu grise pour le pouvoir russe, pour le jour venu, ne pas être seul au banc des accusés si jamais on en arrive jusque-là. Voilà. Général Richoux, un ultra comme ça de foot, ça fait un bon combattant. Qu'est-ce qu'il peut apporter sur le terrain? Oui, alors tout dépend comment ils sont employés. Alors je comprends là qu'ils sont des spécialistes des drones, donc ça peut être très utile. Entre autres, et ensuite, eh bien, s'ils sont bien encadrés, oui, ils peuvent faire des bons combattants. Et comme ils peuvent être des soudards, comme on a connu au Moyen-Âge avec les compagnies qui pillaient, qui mettaient en coupe réglée des régions entières. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de mobilisation générale, que Vladimir Poutine n'a toujours pas réussi à franchir le pas de la mobilisation générale, qui serait peut-être des solutions à ces mots. Simplement, c'est la preuve, ça lui pose un problème important. Donc en fait, il canalise la violence en mobilisant des troupes qui ne posent pas de problème sur le plan politique dans son pays. C'est-à-dire des ultras, leur violence est canalisée, ils sont embrigadés, et il n'a pas besoin, et pendant ce temps-là, ça lui évite d'aller mobiliser le citoyen à Saint-Pétersbourg et à Moscou ou ailleurs. Et donc ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire cette incapacité à conclure cette guerre par la mobilisation générale, qui me paraît être la seule solution raisonnable si on veut à un moment avoir la supériorité, et quand même un aveu de faiblesse. Et on compense avec des ersatz, des compagnies privées. On dit qu'il y a une armée de 400 000 hommes en Ukraine. C'est absolument insuffisant. 400 000 hommes, il aurait fallu 500 000 hommes pour prendre Kiev. Vous voyez, donc, c'est pas 400 000 hommes sur 1200 km de front qui permettent d'emporter la décision. Donc, on est toujours au milieu du gué là-dedans, c'est-à-dire on n'engage pas les extrêmes, on n'arrive pas simplement parce que ça pose un problème important. Isabelle Dufour, on nous dit aussi la présence de femmes. Stanislas Orlov, quand on écoute ses vidéos, il dit ah oui, les femmes sont les bienvenues, mais uniquement si elles peuvent accomplir le job de snipeuse. Oui, alors là, je ne conseillerais pas trop à une femme de s'engager dans ce genre de milice. Votre avis sur la question? Oui, je voulais juste ajouter que cet effort pour recruter dans des populations spécifiques, il est aussi fait vis-à-vis des migrants illégaux en Russie, exact. Où le pouvoir cible en fait les endroits où ils peuvent se trouver et les ramasse et les pousse vivement à s'engager dans l'armée. Et Poutine a publié il y a quelques jours un décret en fait pour accorder la nationalité russe aux étrangers qui s'engageraient dans l'armée russe en Ukraine. Ça vise assez spécifiquement les migrants d'Asie centrale, qui sont assez nombreux en Russie.